Alors l'Italie, c'est la troisième puissance européenne. Et la troisième puissance européenne qui sort de l'euro, ça risque de faire des dégâts. Et pourquoi est-ce qu'ils ont intérêt à sortir de cette zone euro ? Parce que l'euro est une aberration. Maintenant, il y a quand même quasiment l'unanimité des économistes, enfin ceux qui réfléchissent, qui le disent. On ne peut pas imaginer que des pays comme la Grèce, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme la France, marchent au rythme allemand. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est une aberration. Donc, il faut sortir de ce piège-là. Mais ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, personne n'ose en parler sérieusement. C'est-à-dire que quand vous avez un débat sur l'euro, le seul argument qu'on puisse vous opposer, quand vous parlez de la désindustrialisation, de la mondialisation et de la baisse des salaires, etc., on vous répond « Ah oui, mais si on sort, c'est une catastrophe ». Pourquoi ? On ne sait pas, c'est la fin du monde, c'est ce qu'on vous a dit d'ailleurs au moment du Brexit, pas pour l'euro, mais pour la sortie de l'Union européenne. On vous a annoncé les 7 plaies d'Égypte, on vous a annoncé qu'on allait jeter les bébés dans la Tamise. Enfin bon, il ne s'est rien passé de tout ça. Pourquoi c'est aussi tabou ? Pourquoi est-ce qu'on peut en discuter ? Parce qu'il y a plein de gens dont le salaire dépend et la vie, la belle vie dépend de ça. C'est tout simple. Vous avez des gens totalement incompétents comme M. Moscovici, dont le salaire dépend de l'Union européenne. Vous avez des gens qui ne sont pas élus. C'est scandaleux. Enfin, une personne comme Juncker, qui a des sciatiques à répétition, surtout à partir de 14h après le déjeuner, qui ne sont pas des gens élus, que vous ne pouvez pas virer et qui décident de votre vie. Enfin, c'est juste ahurissant. L'Europe, c'est quoi ? L'objectif de l'Europe, c'était la paix. C'était un projet dans l'histoire sans précédent parce que des pays, sans utiliser les armes, ont réussi à s'unir en perdant une partie de leur souveraineté. Complètement. Si les Européens ne devaient pas s'entendre, effectivement, l'euro pourrait être à terme menacé. Mais l'euro est une réussite exceptionnelle sur le plan technique, sur le plan monétaire, et même quand même, peu ou prou, sur son rôle identitaire. Parce que je voudrais aussi est-ce que vous avez vu ça, c'est la catastrophe, on connaît. Vous avez vu cette étude qui a été faite par un club d'économistes et spécialistes en Allemagne qui a montré que depuis 20 ans, l'euro a essentiellement bénéficié à l'Allemagne et a essentiellement nui à l'Italie et à la France. Chaque Français a été prélevé de 56 000 euros. Mais ça, c'est pas le problème de l'Europe, ça. Non, c'est le problème de l'euro. Un rapport récent datant de février 2019 a estimé que l'introduction de l'euro aurait coûté 56 000 euros à chaque Français sur 20 ans, soit 3 600 milliards d'euros. Et pourquoi c'est un projet politique ? Pour deux choses, justement, comme un des ciments fédérateurs entre les peuples. Avoir les mêmes pièces et billets, 325 millions d'Européens, c'est quelque chose quand même d'important. Au-delà du fait qu'il n'y a plus de coûts de transaction de change, qu'il n'y a plus de frais de change, qu'il n'y a plus de dévaluation dite compétitive absurde. Chaque fois que vous aviez une dévaluation, le franc a connu 10 dévaluations entre 49 et 99. Chaque fois que vous avez une dévaluation, c'est un appauvrissement des populations puisque vos dettes... Il est assez extraordinaire d'entendre un tel discours alors que tout s'effondre sur le continent européen et que, par exemple, en Grèce, il y a 64% de taux de chômage chez moins de 25 ans, et qu'on s'oriente en Grèce ou en Espagne vers 30% de taux de chômage officiel de la population générale. Je voudrais revenir dans un premier temps sur ce que vous avez dit, vous, mademoiselle. D'emblée, je ne suis pas d'accord avec une présentation que vous avez faite quand vous avez dit on a fait l'Europe pour faire la paix. Ça, c'est ce qu'on raconte aux enfants des écoles, c'est ce qu'on m'a raconté, c'est ce qu'on raconte depuis le berceau. Mais c'est pas ça. La réalité, c'est que ce sont les États-Unis d'Amérique qui en ont décidé ainsi, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, suite aux conférences de Téhéran de 1943, de Yalta de 1944 et de Potsdam de 1945, de partage de l'Europe avec Staline. Staline d'un côté, Roosevelt de l'autre, se partageant le continent européen. Staline a mis la main sur les pays de l'Est avec des coups d'État parce qu'ils ne faisaient pas dans la dentelle, et de surcroît, c'était des pays qui n'avaient pas une grande tradition démocratique. Les États-Unis, c'était plus compliqué, parce qu'il fallait mettre la main sur les pays d'Europe de l'Ouest, qui, eux, avaient une tradition démocratique assez avérée, et de surcroît, des pays comme la France ou l'Italie, où il y avait un fort parti communiste, qui était, lui, informé et piloté par Moscou,
donc par justement l'adversaire géostratégique des États-Unis. Donc, tous les patriotes, nous disons non et résolument non à l'Europe, à l'intégration européenne et atlantique. Nous disons non à l'Europe allemande. Donc la construction européenne n'a pas été, elle a été présentée aux populations comme un objectif de faire la paix, mais ça a été d'emblée l'objectif d'assurer ce que les géopoliticiens appellent un glacis géopolitique. Et cette construction est toujours un glacis géopolitique américain. Et on nous dit qu'il y a la paix. Je suis désolé, non, nous ne sommes pas en paix. Allez dire, par exemple, aux Libyens, aux Syriens, aux Afghans que l'Europe c'est la paix, ou aux Irakiens. Allez dire aussi à toutes les populations d'Europe du Sud, ou même à la France, que nous sommes en paix. Le président Mitterrand, après 14 années passées à l'Élysée, avait dit la France est en guerre et les Français ne le savent pas. Pas moi qui l'ai dit. C'est dans le livre Le Dernier Mitterrand, des confidences avec Georges-Marc Benamou, journaliste au Nouvel Observateur, Paris-Chéplon, en 1997. La France est en guerre et les Français ne le savent pas. Ah. Il faudrait donc se poser la question de savoir, nous sommes au 3e millénaire. C'est quoi une guerre au 3e millénaire? Il y a dans la périphérie des empires des guerres de tradition classique, si j'ose dire. On bombarde les villageois afghans, on bombarde les Libyens. Mais entre les grandes puissances du monde occidental, il n'y a plus de la guerre. Et ça n'est pas du tout les directives sur le beurre de cacao de Bruxelles qui y est pour quelque chose. C'est pas comme ça que les choses se passent. Désormais, les guerres du 3e millénaire sont des guerres qui sont fondées sur ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire des guerres de l'information, des guerres qui visent à changer l'état d'esprit des gens. Il s'agit de transformer les Français en Américains. D'ailleurs, notre mouvement politique a lancé une pétition pour s'opposer au projet de loi actuellement en cours du gouvernement qui voudrait autoriser des établissements d'enseignement supérieur en France à faire obligatoirement, exclusivement, entièrement tous leurs cours en américain. On n'est pas contre le fait que les gens apprennent l'anglais. D'ailleurs, moi, j'aimerais que les gens apprennent aussi le japonais, que je parle un peu, le chinois, le russe, l'espagnol, le portugais, l'hindi, les grandes langues du monde. Et là, on est dans un phénomène qui est tout à fait différent, qui est un phénomène non pas de mondialisation, mais d'américanisation. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'il faut replacer maintenant l'affaire de l'euro. Nous savons, et je vous renvoie à l'article du Daily Telegraph du 19 septembre 2000 du journaliste Ambrose Evans Pritchard, nous savons des documents déclassifiés, secrets d'État de l'administration américaine, du département d'État, que dès 1965, le département d'État américain avait demandé à Robert Marjolin, vice-président de la CEE de l'époque, d'aller vers la constitution d'une monnaie européenne. Ce sont les Américains qui le veulent. Ce sont les Américains qui, en ce moment, continuellement, viennent en Europe pour empêcher l'explosion de l'euro. Les Allemands veulent sortir de l'euro. Tout le monde veut sortir de l'euro. Ce sont les Américains qui sont derrière. Monsieur Timothy Geithner, secrétaire d'État, secrétaire aux finances du gouvernement américain, s'est invité, par exemple, à Wrocław, en Pologne, à la fin 2011, pour taper du poing sur la table. Vous avez une haut fonctionnaire qui est d'une femme qui est du département américain, j'en parle dans une de mes conférences, qui vient à peu près tous les mois, secrètement. En France, c'est pas moi qui l'ai dit, d'ailleurs, ça traîne, il suffit d'aller voir ma conférence, je vous verrai toutes les références, qui vient, qui s'invite pour aller voir les dirigeants des pays d'Europe, et à commencer par l'Allemagne, pour leur imposer de rester dans cette monnaie absurde. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on peut pas parler de l'euro comme ça en l'air, en faisant abstraction des grandes puissances qui sont derrière. Et pourquoi les Américains veulent-ils l'euro? Parce qu'ils savent que si l'euro explose, et l'euro explosera de toute façon, comme toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé, je l'explique dans une autre de mes conférences, les États-Unis savent qu'à ce moment-là, c'est tout le projet européen, comme on dit, c'est-à-dire toute cette manœuvre géopolitique de vassalisation du continent qui va se désagréger. C'est d'ailleurs visible à l'œil nu. Quand j'ai créé ce mouvement politique il y a 6 ans, les gens disaient « il a fumé la moquette » parce que le discours que je tenais paraissait tellement extraordinaire,
tellement contraire à ce que l'on entendait que les gens disaient c'est pas possible. Sauf que le temps a passé. Le temps a passé, et je suis désolé pour mon contradicteur, mais vous savez que vous avez pu noter qu'il y a quelques jours, M. Nigel Lawson, le chancelier de l'échiquier du temps de Mme Thatcher, ministre des Finances, il a dit qu'il fallait que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Vous savez peut-être que l'IAF, l'association des banquiers mondiaux, qui est à Washington, a dit il n'y a pas d'autre solution, il faut que Chypre sorte de l'euro. Vous savez que M. Oscar Lafontaine, qui a été président du SPD en Allemagne, a dit qu'il fallait sortir de l'euro. Vous savez qu'en Allemagne, toute la technostructure, l'équivalent du MEDEF, veut sortir de l'euro. Donc ça n'est plus François Asselineau tout seul qui vaticine dans son coin, c'est que les événements confirment ce que je dis. En revanche, ils infirment l'idée que l'euro serait un succès. Oui, c'est un succès technique. C'est un succès technique d'apparence. Mais d'abord, les gens ne savent pas comment fonctionne l'euro. L'euro n'est pas une monnaie unique, contrairement à ce que l'on dit. L'euro est une monnaie, c'est pas tout à fait non plus une monnaie commune. Pour être très précis dans la définition, c'est une collection de monnaies nationales homonymes. C'est-à-dire que la France a toujours sa monnaie nationale. Quand vous avez 100 000 euros, 10 000 euros, 1 000 euros, 50 euros sur votre compte en banque, ce sont des créances sur la Banque de France. Les Allemands, eux, quand ils ont 50 000 euros ou 5 000 euros sur leur compte en banque, ce sont des créances sur la Bundesbank. Et les Grecs, ce sont des créances sur la Banque de Grèce. Pourquoi il en est ainsi? On aurait pu imaginer un système où on supprima toutes les banques centrales pour ne plus avoir que la BCE. Les Allemands n'en ont pas voulu, ils voulaient quelque chose de facilement réversible. Donc on a conservé toutes les banques centrales nationales dans ce que l'on appelle, allez voir les traités si vous ne me croyez pas, le SEBC, le Système européen de banque centrale. Alors, au début, ça pouvait aller. On avait l'impression d'avoir une monnaie unique. Vous aviez un billet de 20 euros, vous allez en Allemagne, vous payez avec 20 euros, vous avez le sentiment que c'est la même monnaie. Mais les pièces, d'un point de vue juridique, la circulation fiduciaire est traitée séparément. Mais le problème, c'est qu'à partir de 2006-2007, est commencé à apparaître quelque chose sur lequel mon contradicteur jette un voile pudique, et qui est l'affaire du décalage et de la divergence croissante du système Target 2. C'est-à-dire que de plus en plus, les entreprises des pays du Sud ou les grandes fortunes des pays du Sud, prenant peur sur la solidité des banques centrales nationales des pays du Sud, eh bien, ils font quoi? Eh bien, ils transfèrent leurs avoirs, comme ils en ont parfaitement le droit dans le cadre du libre marché européen et de la libre installation, ils ouvrent des comptes bancaires en Allemagne. Donc, vous transférez 100 000 euros de la banque du Pirée à Athènes, vous les transférez à la banque de la Dresdner Bank de Berlin. Sauf qu'en passage, les 100 000 euros que vous aviez de créances sur la Banque de Grèce, la Banque centrale de Grèce, deviennent 100 000 euros de créances sur la Bundesbank. Or, comme Or, comme tout le monde anticipe, au moment de l'explosion de l'euro devrait grimper environ de 20% par rapport au cours pivot actuel vis-à-vis du dollar, alors que la nouvelle drachme perdrait 20%, ce phénomène s'auto-entretient. Et nous avons une divergence phénoménale. C'est pas pour rien que la police fédérale allemande a débarqué un petit matin de 2007 à la Banque centrale européenne à Francfort en disant on a des informations, là c'est quoi exactement ce système Target 2? On n'en parle jamais dans la presse française.
Actuellement, les Allemands se sont ramassés 750 milliards d'euros en provenance des pays du Sud, qui sont autant de créances pourries sur les banques centrales nationales des pays du Sud. Donc tout le monde est perdant dans ce système, et les Allemands les Allemands, ce qu'ils craignent, c'est que tout l'échafaudage leur retombe dessus. D'ailleurs, il y a l'un des grands patrons allemands qui a dit ça risque de nous coûter de cette petite blague 1000 milliards d'euros. 80% des Allemands veulent sortir de l'euro, aujourd'hui, à peu près, d'après les sondages. Donc, les Allemands veulent sortir, les Américains tapent du poing sur la table pour qu'il n'en soit pas ainsi, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Résultat des courses, qui payent commande. Donc, les Allemands imposent au reste des pays d'Europe leur mode de vie, ce qui fait que, parce que l'euro, c'est une espèce, c'est perçu par les pays que citait mon contradicteur comme une espèce de Deutsche Mark bis. Donc, les Allemands sont contraints par les événements d'imposer le mode de vie, le mode sociétal, si j'ose dire, aux pays du Sud qui d'abord n'en veulent pas, et d'autre part ne le peuvent pas. Parce que nous n'avons pas la même structure économique que l'Allemagne. Nous n'avons pas les mêmes produits que les Allemands. C'est ça le problème. Et mon contradicteur, j'en aurais fini parce que je ne veux pas monopoliser à mon tour la parole, mon contradicteur disait, on en a fini des dévaluations compétitives. Mais c'est tout le drame, il est là, justement. Pourquoi y avait-il des dévaluations? Vous avez bien voulu dire que le franc s'était déprécié de 1949 à 1990 par rapport au Deutschmark. C'est exact. Mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est exactement la période qu'on a appelée les 30 Glorieuses? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est exactement le moment où la France est le mieux portée? Pour faire simple, il en est d'une monnaie comme d'une classe. Est-ce que tous les élèves sont capables d'être en terminale S et de passer un bac scientifique? La réponse est non. Et si vous avez des parents abusifs, qui, parce qu'il y avait un frère aîné qui a eu son bac scientifique mention très bien, que tous les enfants de la famille passent et bac mention très bien scientifique, eh bien les parents se casseront le nez. Parce que les individus sont différents les uns des autres, et c'est pareil des États. Une monnaie, et ça c'est un enseignement qu'on trouve dans le premier livre des Maccabées de l'Ancien Testament, une monnaie c'est un peuple et une nation. Et s'il y a des dépréciations entre les monnaies, ça n'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut tenir compte des évolutions différentes, des taux de chômage, des taux des taux de lutte sociale, des taux d'inflation induits, de la différence d'évolution des compétitivités, du plus grand ou du moins grand effort de compétitivité, du plus grand ou moins grande capacité à obéir et à avoir une discipline au travail, etc. Tout ceci fait que nous n'avons pas de peuple européen et qu'à chaque peuple doit correspondre sa monnaie. Je suis de l'avis de M. Malégari. Personnellement, je suis préoccupé de la montée en puissance en France d'un sentiment germanophobe. Il se trouve que je connais bien les pays d'Europe, je suis allé dans pratiquement tous les pays d'Europe, ce qui d'ailleurs me distingue de la plupart des européistes, qui sont pour l'Europe à condition de ne pas sortir du périphérique parisien. Et je vois que des gens, il est assez fascinant de voir des gens comme M. Mélenchon par exemple, qui sont là, et il n'est pas le seul, à se dire grand Européen devant l'éternel, mais qui passent leur temps à taper sur les autres peuples. Ils tapent sur les Anglais, ils tapent sur les Allemands, etc. A contrario, vous en avez d'autres qui sont toujours d'avis que les autres ont plus raison que nous, donc ils nous citent l'exemple de l'Allemagne. Il faudrait imiter l'Allemagne, c'est une grande tradition, hein, les Français qui veulent imiter l'Allemagne. Ce que nous disons, c'est que les Allemands sont un peuple différent, qu'il a le droit d'être respecté, mais il est différent de nous. Il est différent des Grecs, d'ailleurs nous sommes aussi différents des Grecs. Et donc à chaque peuple sa monnaie. La folie est de vouloir que les Français aient une monnaie qui soit le Deutschmark. Et les Grecs, c'est une folie encore supérieure que les Grecs aient la même monnaie que les Allemands. C'est ça le problème. Donc jamais vous ne trouverez, par exemple, dans mes propos, d'ailleurs certains s'en sont étonnés en disant « Ah tiens, il défend les Allemands ». Je ne défends pas les Allemands, je dis « Si nous étions à la place des Allemands, nous aurions le même raisonnement que les Allemands ». Voilà, parce qu'ils ont le sentiment d'être les bons élèves et d'être obligés d'avoir un fardeau extraordinaire. Bons élèves d'ailleurs, et quand M. Malégari dit que la situation en Allemagne est bien, il ne faut pas non plus charrier.
Je rappelle quand même qu'en France, par exemple, 55% des Français sont propriétaires de leur logement, 25% seulement en Allemagne. Je rappelle qu'en France, nous avons encore un SMIC, il n'en est rien en Allemagne. Je rappelle que les Allemands, maintenant, de plus en plus, ont des petits boulots où ils sont payés des clopinettes. Nous avons un peuple, par ailleurs, qui est en bérésinat démographique, de telle sorte que, sans doute, en 2040, il y aura plus de Français que d'Allemands, ce qui témoigne, quand un peuple se laisse mourir, c'est-à-dire ne fait plus d'enfants, ça témoigne quand même d'un petit problème psychologique fondamental. Monsieur Maligari, est-ce que vous voulez répondre? Oh, il y aurait tellement de choses à répondre. J'ai eu beaucoup de débats. Enfin, de la CIA à la Target System, dont, pardonnez-moi, vous maîtrisez assez mal. Mais là, j'ai pitié pour notre auditoire, parce que parler de Target System et de sa complexification, mais là, vraiment, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres en 14 ans d'existence de l'euro. J'étais européiste, comme vous dites, bien avant l'euro, hein, je vous rassure, ou je vous désole. J'espère vous désoler d'ailleurs. Mais là, quand même, à ce point-là... Attendez, à ce point-là, qu'est-ce que j'ai dit de faux? Précisez. Mais non, mais vous sortez des choses non, attendez, précisez. Incohérentes. Non, comment ça... Excusez-moi, j'ai l'habitude d'être assez franc. Hein. Non, mais moi aussi... Sans mauvais jeu de mots, on regarde l'euro. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai dit de faux sur Target 2? Non, mais votre complot avec la CIA, etc. Non. Celle-là, de l'extrême droite à l'extrême gauche, on me l'a encore jamais fait. Non, mais attendez. La CIA, on en parlera tout à l'heure. Non. Qu'est-ce que j'ai dit de faux sur Target 2? Vous n'animez pas le débat, que je sache, ce sont les deux jeunes qui animent. Non, attendez, vous m'accusez devant le public d'avoir dit quelque chose de faux. Donc, qu'est-ce que vous avez dit de faux sur Target 2? Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Vous me la faites, le type qui connaît les trucs, je dirais n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai dit de faux sur Target 2? Mais Target 2 est un système électronique d'échange très compliqué et très sophistiqué, et à toute monnaie internationale, et qui a rang international, ce sont des échanges de paiement automatisés et extrêmement rapides. Donc c'est un côté technique. Vous mélangez le géopolitique et le technique. Voilà ce que je dis. Non. Et je veux dire, on n'est pas à un cours de finances publiques ce soir sur Target. Attendez, Monsieur Maligari, soyons sérieux. Ce que vous dites est extrêmement grave. Je dis ici devant la salle qu'il y a un décalage énorme qui s'est produit entre les pays du sud de l'Europe et les pays du nord. Il y a 4 pays qui sont constamment créditeurs et qui voient affluer de l'argent des pays du sud, qui sont l'Allemagne, la Finlande, le Luxembourg et les Pays-Bas. L'Allemagne s'est ramassé 750 milliards d'euros. Ça déstabilise complètement le bilan de la Bundesbank. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Allemands veulent sortir de l'euro. Est-ce que tout ceci, ce que je viens de dire là, est faux? Tout ceci est faux pour la raison simple, mais si vous pouvez vous arrêter un instant de parler, je vais vous répondre. Alors, avant l'euro, il y a eu une vie. Il y a eu des monnaies. Et en Europe, c'est sur ce point-là, au moins, on sera d'accord, puisque je crois que vous l'avez dit, comme quoi, vous voyez, vous pouvez faire des progrès. Les petits esprits attaquent les gens. Les grands esprits attaquent les idées. Et on devrait toujours garder en tête cette phrase à chaque fois que l'on est tenté d'invectiver nos interlocuteurs. D'abord, excusez-moi, je suis têtu. Je voudrais quand même qu'il soit acté devant la salle que mon contradicteur m'a attaqué en disant que je disais n'importe quoi, alors qu'il n'a été incapable de démontrer que je disais n'importe quoi. Je persiste et signe, l'euro explosera parce qu'il y a, dans le cadre de Target 2 notamment, un déficit de plus en plus colossal des pays du Sud qui vont se réfugier vers les pays du Nord, à la fois dû à un déficit commercial interne, dû à la différence de compétitivité de plus en plus croissante entre les pays du Sud et les pays du Nord, et deuxièmement, la fuite vers la qualité, avec les grandes fortunes qui préfèrent avoir des créances sur la Bundesbank plutôt que sur la Banque de Grèce ou la Banque d'Espagne quand tout va exploser. Donc ça, nous sommes au cœur même du débat sur l'euro. Je vois que M. Maligari botte en touche en commençant à dire que je dis n'importe quoi et en refusant d'aller, je conseille d'ailleurs à ceux qui sont intéressés, aller sur Wikipédia, taper Target 2 en allemand, hein, parce qu'en français ça n'existe pas, vous aurez le graphique dont je vous parle. Bien. Alors maintenant, il a utilisé également une autre formule de rhétorique qui consiste à me faire passer pour un illuminé, parce que je parlerai du rôle des États-Unis dans la construction européenne. Voilà. C'est, ah oui, vous et la CIA. Ce qui me est assez amusant, avec les européistes, c'est que la CIA, c'est comme le nuage de Tchernobyl. Elle s'arrête toujours avant d'arriver à la frontière française.
La CIA, qui a un budget qui est à peu près de l'ordre de 100 fois le budget des services de l'information et de désinformation et d'influence de la France, ne ferait rien en France. Voilà. C'est un postulat. Vous avez peut-être vu sur Ce soir ou jamais, il y a quelques jours, Madame Marie-France Garot, qui a quand même été une des conseillères de Georges Pompidou, qui a d'ailleurs été la marraine, si j'ose dire, de Jacques Chirac, qui a dit à la télévision française exactement ce que je vous dis. Jean Monnet était un agent américain, c'était les Américains qui étaient à la manœuvre. Et d'ailleurs, les Américains qui avaient organisé des réseaux pour diffuser cette politique ont considéré naturellement, en partant des traités de Westphalie et de la situation de l'Europe autrefois, que les nations en Europe, c'était la guerre. Donc il fallait les supprimer, les nations. Il fallait donc supprimer les États et les nations souveraines. Ça a été dit expressément. Ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monnet, qui portait, comme chacun sait, le message européen. Il était convaincu, mais il le portait. C'était d'ailleurs un agent américain. On sait même combien il a été rémunéré, puisque maintenant c'est déclassifié. D'ailleurs, je tiens à des centaines, des dizaines. Il y a même maintenant les archives de la CIA qui sont disponibles sur Internet. On a des quantités d'informations qui disent que ce que je dis est vrai. Alors vous pouvez tourner ça à la rigolade. Ça, c'est une formule rhétorique. Mais ce qui est fascinant avec les européistes, c'est que quand on entre dans le vif du sujet, quand on leur sort des informations précises, quand je leur dis, par exemple, ce qui est cité par le Daily Telegraph, qui est un des plus grands journaux britanniques, n'est-ce pas, qu'on sait que Robert Schuman était traité comme un salarié par ses parrains américains, quand on parle du rôle de l'American Committee for United Europe, quand on sait que tout c'était derrière ça, la CIA qui était à la manœuvre, d'un seul coup, on me dit « Ah, mais vous fumez la moquette ». Non, je ne fume pas la moquette. On pourrait avoir un débat, toute pièce justificative à l'appui. D'ailleurs, honnêtement, dans les années 50, justement, au moment de la CED de 54, c'était un secret de polichinelle. Pourquoi les gaullistes et les communistes, justement, ont fait alliance pour empêcher la CED? C'est parce que tout le monde savait, on parlait de l'Europe américaine. Les communistes parlaient aussi de l'Europe vaticane, parce que c'était également promu par le Vatican de Pie XII. Et donc tout le monde était au courant. C'est très Lorsque la question m'a été posée récemment, dans une émission où vous étiez, d'ailleurs, Alain Duhamel, j'ai rappelé la position élaborée par le parti en juillet 1976. J'étais en vacances en Corse, d'ailleurs. Le bureau politique avait adopté un communiqué dans lequel il disait à peu près ceci: ce n'est pas le mode de scrutin pour nous qui est en cause. Tout le problème est de savoir si on donnera ou on ne donnera pas des droits nouveaux au Parlement européen. Et notre parti avait rappelé son opposition absolue à toute atteinte, à toute restriction de l'indépendance, de la souveraineté de la France. C'est très nouveau, hein. C'est depuis à peu près Maastricht que l'on a jeté une espèce d'interdit sur cette question. Heureusement, c'est en train maintenant de voler en éclats et de revenir sur le devant de la scène. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, maintenant, je sais pas, j'ai pas très envie de commenter ce que dit monsieur Malégari. Je n'ai jamais dit que dans les années sous les 30 glorieuses, il n'y avait pas de problème. Mais enfin, le taux de chômage était très bas, les perspectives de croissance très élevées, les parents avaient le sentiment que leurs enfants auraient une meilleure vie qu'eux, il n'y avait pas, l'avenir paraissait ouvert. Comment peut-on soutenir, alors que la zone euro, depuis maintenant 1999, c'est-à-dire depuis maintenant 14 ans, est la lanterne mondiale de la croissance. Il n'y a aucune zone au monde qui ait une aussi faible croissance que la zone euro depuis 14 ans. Nous sommes la risée du monde. Tous les prix Nobel d'économie, les uns après les autres. Excusez-moi, monsieur Malégari, et monsieur Paul Krugman, monsieur Joseph Stiglitz, pour ne pas parler de Maurice Allais, pour ne pas parler de grands économistes comme Bradford de Londres, de l'Université de Californie, tous ces prix Nobel d'économie qui disent c'est une folie cette zone euro, elle va exploser, il faut en sortir le plus vite possible. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, a dit ceux qui sortiront les premiers sont ceux qui s'en sortiront le mieux. C'est pas Asselineau qui dit ça, ce sont des citations objectives et réelles.
Il suffit de regarder les taux de chômage qui ne cessent de grimper. C'est d'ailleurs tellement vrai qu'aux dernières nouvelles, ça commence à être la panique à Bruxelles, et maintenant on parle de vouloir commencer à faire des plans de relance sans qu'aucun des problèmes n'ait été réglé par ailleurs. Donc quand vous parlez de monde de bisounours, mais c'est le vôtre dont vous parlez. Oui, là encore, il y aurait trop à répondre. Encore une fois, vous semblez, parce que ça vous arrange, prendre tous les pays actuels dans une situation parfaitement identique. Concédez-moi au moins cette dichotomie importante entre la zone euro sud et la zone euro nord. Parce que si vous voulez que l'on ait... Vous n'en êtes pas le premier. Non, je ne vous ai pas coupé la parole, s'il vous plaît. Je voudrais répondre quand même à 2-3 choses. Sur l'affaire de l'excédent commercial allemand et du déficit commercial français, c'est bien la preuve que nous ne pouvons pas avoir la même monnaie. Ça veut dire, c'est exactement, c'est comme si votre remarque consiste exactement à dire, je reviens à mon histoire d'enfants qui sont dans une terminale S, il y en a qui a 18 en maths et l'autre qui a 3. Ben, celui qui a 3, il a été mal orienté, il devait aller en L. Parce que lui, son génie, c'est d'être un littéraire, c'est pas d'être un matheux. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez, les Français ne produisent pas de Mercedes. Ah! Les Français, une Mercedes, c'est un problème d'élasticité de la demande au prix. Plus l'euro est fort, plus nous perdons des parts de marché, nous, la France, dans la zone euro. Et en France. Tout simplement parce que les produits qui sont fabriqués hors zone euro, une Hyundai par exemple, une voiture qui va être fabriquée en Corée du Sud en zone dollar, plus l'euro est fort et plus le prix de cette voiture va être bas en France. Et donc va concurrencer des productions françaises qui ne sont pas compétitives. J'entends parfois, je vois parfois des gens, il me semble même l'avoir vu sur votre blog, des gens dire cette ineptie économique ahurissante, qui dirait, de toute façon, 70% de notre commerce extérieur est fait avec la zone euro, donc l'euro n'y est pour rien, mais c'est absurde. Plus l'euro est fort, et plus nous perdons. C'est d'ailleurs ce que l'on constate. On perd des parts de marché en France même, par exemple au profit de Dacia, par exemple, fabriquées en Roumanie hors zone euro, parce que ces voitures sont de moins en moins chères. Donc la vérité, c'est que cet euro fort est en train de tuer l'industrie française, de tuer l'industrie italienne, mais en revanche profite à l'industrie allemande. D'ailleurs, l'euro était monté jusqu'à 1,60 $. À la mi-2008, à ce moment-là, d'un seul, les Allemands ont gueulé. Parce que là, c'était d'un seul coup la compétitivité de l'industrie allemande qui était atteinte. Donc depuis lors, on est retombé à 1,30, c'est un truc aux petits oignons, hein. Le taux de change de 1,30 permet aux Allemands de faire énormément de profits, parce que quand vous êtes un brick, comme on dit, le Brésil, Russien, vous voulez acheter une machine-outil, les Allemands sont en quasi-monopole mondial sur toute une série de spécialités. Ils ont de très grandes PME. Ça, on les a pas. On peut pas les inventer, on les a pas. Comme disait De Gaulle, la politique, c'est partir des réalités. Vous pourrez toujours dire, ah ben oui, si j'étais, si j'étais Beyoncé ou si j'étais Brad Pitt, ben très bien, mais je ne le suis pas. Voilà, donc les Français n'ont pas le tissu de grosses PME qui permet aux Allemands de faire justement d'être en quasi-monopole mondial et de dégager les excédents que vous avez dit. Je voudrais revenir aussi sur un deuxième élément que je crois quand même très très important. C'est le rôle fondamental de l'Union européenne, de la Commission européenne notamment, dans la destruction de l'industrie française et des délocalisations. Vous êtes passé un peu vite sur l'envol des autres pays du monde. Mais comment ça se fait qu'on parle des délocalisations maintenant et qu'on n'en parlait pas en 1975 ou en 1980 ou quand Mitterrand était au début à l'Élysée? On parlait pas des délocalisations. Il y avait pourtant la Chine, l'Inde, elles existaient. Il s'est passé quoi? Ce qui s'est passé, c'est ce que jamais les européistes ne vous diront. Ce qui s'est passé, c'est que avant, si vous aviez une entreprise française qui voulait délocaliser son usine, alors en Chine c'était difficile parce qu'en plus c'était le régime maoïste, mais si vous vouliez délocaliser votre industrie dans un pays en voie de développement, il fallait aller voir le ministère des Finances, dont je crois que vous faites partie comme moi, et notamment la direction du Trésor, pour obtenir une autorisation. C'est ce que l'on appelait le contrôle des mouvements de capitaux.
Contrôle ne veut pas dire interdiction systématique. Contrôle veut dire contrôle, veut dire de temps en temps on dit oui, et de temps en temps on dit non. Par exemple, lorsque Peugeot a voulu investir en Iran pour fabriquer des chaînes de montage de voitures, la France avait dit oui. Ça a permis à Peugeot de prendre une part de marché en Iran, qu'on est d'ailleurs en train de perdre. Et la contrepartie, c'est que par ailleurs, on avait la maîtrise de notre commerce extérieur, donc on était sûr que ce que Peugeot allait produire en Iran n'allait pas revenir en France à très bas coût. Donc on protégeait les emplois et le niveau de vie des Français. Tout ceci a volé en éclats avec le traité de Maastricht. Et maintenant, les traités, vous savez, c'est comme des poupées gigognes ou des poupées russes. Tous les traités européens reprennent les traités antérieurs. Actuellement, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit, c'est le terme même, toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux. Ça veut dire que les autorités françaises sont dans l'absolue impossibilité d'interdire à une entreprise française de délocaliser toute sa production où elle le veut. Et c'est pour ça qu'il y a les délocalisations. C'est contre ça que les Français veulent que l'on agisse, parce que nous sommes en train de perdre tout ce qui faisait la richesse de notre pays, le savoir-faire industriel. On est en train de léguer à nos enfants un pays qui sera devenu un musée. Alors personne ne parle jamais de cet article 63, qui d'ailleurs fonctionne aussi dans l'autre sens. Parce qu'il y a 25 ans ou 30 ans, lorsque l'émir de Qatar voulait racheter des hôtels parisiens, des clubs de foot, etc., il ne le pouvait pas, parce qu'il fallait lui aussi qu'il demande l'autorisation. Et ça lui était accepté ou refusé. Vous avez vu d'ailleurs le château de Gevrey-Chambertin a été racheté il y a quelques jours, quelques semaines, par un magnat du casino de Macao. À propos de Macao d'ailleurs, et j'en finirai peut-être là, il y a quelque chose qui est toujours fascinant avec les européistes, c'est qu'ils ne parlent jamais de comment font ceux qui réussissent. Ils font comment les Chinois, les Thaïlandais, les Singapouriens, les Coréens? Singapour qui fait 4 500 000 habitants et qui est grand comme la moitié de l'Île-de-France, qui a sa monnaie, qui se porte très bien et qui a un taux de croissance très supérieur à nous. À Singapour, vous n'avez jamais personne qui dit « on n'est pas de la taille du monde hein ». La Malaisie, détrompez-vous, Singapour, le niveau de vie par habitant est supérieur au niveau de vie français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans tous ces pays, vous avez eu des ouvertures asymétriques. Vous ne pouvez pas investir comme vous l'entendez en Chine ou à Singapour ou au Japon. C'est pas possible. Vous n'avez pas le droit d'acheter un appartement à Tokyo, c'est impossible. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que les autres, personne au monde n'applique les recettes que l'Union européenne nous impose. C'est de ça qu'il faudrait parler. Comment font ceux qui réussissent? Merci. Oui, si vous permettez, je pourrais répondre. Donc voilà, on peut pas encore une fois dire c'est la faute de l'Union européenne, du traité de Maastricht, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est exactement l'application de l'article 63. Puisqu'il y a des pays performants avec l'euro et d'autres qui sont moins performants. Mais vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'aurez pas perdu votre temps. Reconnaissez au moins ce point. Mais non, mais vous n'avez pas écouté ce que je dis. Je suis désolé de le dire. Je vous ai expliqué justement que la France, que ce n'était pas parce qu'on était en zone euro qu'on ne prenait pas des parts de marché
Ce que j'ai expliqué devant, enfin, il me semble que toute la salle l'a entendu. Parce que tout simplement, nous sommes concurrencés par des productions qui sont faites hors zone euro. Et le problème, c'est que les Mercedes, par exemple, sont inconcurrençables. Il n'y a pas de concurrent à la Mercedes. Par exemple, en matière de voitures, mais en matière de grandes entreprises, de PME, qui fabriquent des biens comment dirais-je, d'équipement pour les PM, pour les entreprises. Il y a toute une série de spécialités où l'Allemagne est en quasi-monopole mondial. C'est comme ça. Si vous allez, par exemple, chez des viticulteurs de Bourgogne, j'en connais un, eh bien, vous verrez qu'il a des grosses machines, c'est fabriqué en Allemagne, c'est le seul fabricant au monde qui fabrique ces choses-là. Voilà. Donc, effectivement, l'Allemagne se porte mieux puisqu'elle a une spécialité de son économie qui est moins attaquée par l'euro. Mais en revanche, la France, nous produisons des Renault, mais si vous voulez l'appétence des gens d'acheter une Renault, qui d'ailleurs est de moins en moins fabriquée en France, d'acheter une Renault plutôt que d'acheter une Hyundai ou une Daewoo ou une Subaru ou une Dacia, les gens s'en fichent. Ils vont à ce qui est le meilleur rapport qualité-prix. C'est la raison pour laquelle, effectivement, l'euro n'a pas les mêmes conséquences, il y a des conséquences différenciées selon que on parle de l'Allemagne ou des autres pays. Nous allons passer maintenant à notre troisième et dernière partie de ce débat, relative donc à l'avenir de l'Union européenne. Aujourd'hui, le constat, il est simple. Il faut sortir de toute urgence de la crise de l'Europe, enfin de la crise d'une manière générale. Bravo pour là-dessus. Ma question, elle est toute simple. Une fois ce cap pensé, notamment la sortie de la crise, faut-il choisir une solution intermédiaire, c'est-à-dire modifier le fonctionnement de l'Union européenne, ou alors opter plutôt pour une position plus extrême, plus radicale, je dirais plutôt, à savoir la sortie de l'Europe, de l'euro et de l'OTAN, notamment sur... Alors, sortir de l'euro, évidemment, non. Et sortir de l'Union, évidemment, non. Les pays l'ont signé, etc., etc. Mais la mondialisation, c'est qu'il y a maintenant toute une partie de la planète, de l'Asie à l'Afrique. L'Afrique, ça ne se voit pas encore. Mais l'Afrique, elle est en moyenne de 3% de croissance cette année. Alors que nous, on va être en récession. Enfin, la moitié de l'Europe. Elle est en train. Une sortie de l'euro, une sortie de l'UE serait proprement suicidaire, puisque de toute façon, une sortie de l'euro n'effacerait pas les dettes. Il faudrait les rembourser avec une monnaie plus faible. Ça, je n'arrête pas. Monsieur Asselineau, oui. Sauf que notre dette est à 60%. 60% de notre dette est libellée en euros. Si notre franc est dévalué, ça veut dire de 15 à 20%, comme on le disait avec Marine Le Pen, ça veut dire que notre dette coûtera 15 à 20% Non, pas du tout. D'abord le franc sorti de l'euro perdra probablement quelque chose comme 10% par rapport au cours pivot vis-à-vis du dollar. Deuxièmement, une fois que la France sera sortie de l'euro restant ne sera plus l'euro. Ça sera un euro hors France, donc il aura déjà changé de nature. Troisièmement, il y a un principe général dans le droit... Notre dette restera libellée en euros tout de même. Non, il y a un principe général du droit international, ça s'appelle la lex monetae. Tous les emprunts et toutes les dettes seront relibellés en monnaie nationale, à condition que les emprunts et les dettes soient dans le droit national. Avec 10% de plus. Non, absolument pas ça, c'est absolument faux. Regardez ce qui s'est passé lorsqu'on en est passé, par exemple, du franc à l'euro, ou bien du Deutschmark à l'euro. Vous savez, il y avait des créanciers qui avaient des obligations du Trésor allemand en Deutschmark, et puis ils ont été remboursés en euros. Le Deutschmark était une monnaie très solide. Ils avaient des raisons peut-être de ne pas être très satisfaits. Eh bien, ils n'ont eu que leurs yeux pour pleurer, si j'ose dire. En fait, ils ont été remboursés en euros. Je prends ici... Je prends ici l'engagement absolument solennel que si nous sortons de l'euro, d'une part, ça ne changera en rien les dettes publiques et les dettes des ménages. Deuxièmement, ça ne changera en rien leur patrimoine. Figurez-vous que je suis un Français comme les autres. François Asselineau. Si on rembourse à un prêteur
un montant 10% inférieur à ce qu'il a prêté, il ne va pas continuer à nous prêter de l'argent alors qu'on a besoin d'emprunter tous les jours. Est-ce que vous avez noté qu'il n'y a pas les mêmes taux d'intérêt qui sont demandés par les marchés financiers, suivant que c'est l'Allemagne, la France ou la Grèce qui empruntent? Si les taux d'intérêt sont différents, c'est justement parce que les marchés financiers ont intégré dans les taux d'intérêt demandés justement l'hypothèse, en fait, que connaissent à peu près tous les marchés financiers, que l'euro va finir par exploser comme toutes les monnaies plurinationales. Mais je voudrais dire, parce que les minutes nous sont comptées, je voudrais quand même dire que si nous sortons de l'Union européenne et de l'euro, nous allons faire baisser le chômage de 1,5 à 2 millions, le nombre de chômeurs de catégorie A en l'espace de 2 ans. Je prends ici l'engagement formel qu'on fait le point si je suis élu. Au bout de 3 ans, je mettrai mon mandat en jeu si je n'ai pas fait baisser de 1,5 million le nombre de chômeurs de catégorie A.